Azergate, un présumé scandale à 37 milliards, Thierno Alassane Sall met à l'épreuve le régime du Djoubdjoubol-Djoubanti. L'Assemblée nationale et la proposition de révision de la Constitution, Sonko coupe-t-il l'herbe sous les pieds du chef de l'État? Les secousses au Parti socialiste, les Verts peuvent-ils se relever de leur querelle de leadership? Pour évoquer toutes ces questions, Mohamed Ali Moubar reçoit ce dimanche Dr Ousmane Bey, économiste, enseignant-chercheur à la FASEC et membre du Parti socialiste, Modou Lamine Sène, enseignant en lettres et premier vice-coordonnateur de la coalition Diomaye Président à Thiès. Remue-ménage, c'est ce dimanche 10h-11h sur la RFM, la radio de toute l'actualité. Abdelkader à la technique, micro Mohamed Alimba. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la radio Futur Média. Remue-ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. D'abord, l'affaire Azer Power, vous le savez, et qui connaît un nouveau rebondissement après avoir saisi le pôle judiciaire financier. On se souvient en 2025. L'ancien ministre et député Thierno Alassane Sall affirme avoir obtenu de la justice espagnole de nouveaux documents bancaires et judiciaires. Selon lui, ces pièces permettent aujourd'hui de retracer clairement plusieurs circuits financiers empruntés par les fonds destinés à un vaste programme d'électrification rurale. Oui, le député soutient aussi qu'après le décaissement de près de 37 milliards de francs CFA en juin 2024, souvenez-vous, près de 30 milliards aurait quitté ses comptes de l'entreprise en moins de 2 ans alors qu'aucun chantier n'avait encore démarré au Sénégal. Des virements auraient été effectués vers plusieurs pays, notamment l'Espagne, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Kenya, la Tunisie, l'Égypte ou encore le Sénégal. Ces révélations relancent bien sûr le débat sur la transparence dans la gestion des marchés publics et sur la responsabilité, les responsabilités éventuelles dans ce dossier. Deuxième sujet qui va nous occuper, les réformes institutionnelles. Des députés de la majorité proche du Premier ministre, Ousmane Sonko, ont déposé cette semaine aussi une proposition de loi visant à modifier la Constitution, une initiative qui surprend certains observateurs dans la mesure où plusieurs des réformes envisagées figurent déjà parmi celles portées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et soumises au Conseil constitutionnel pour avis. Souvenez-vous, enfin, nous intéressons bien sûr aux recompositions politiques en cours, au Parti socialiste, la contestation visant la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, qui continue d'alimenter le débat sur l'avenir du parti, des échauffourées même cette semaine. Mais au-delà du Parti socialiste, c'est aussi la majorité présidentielle qui semble entrer dans une nouvelle phase d'organisation, de réorganisation, on dira. Le président Faye vient de procéder à une réorganisation de sa coalition, en mettant en place 5 superviseurs chargés d'épauler Aminata Touré. Alors, pour en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio, bien sûr, le docteur Ousmane Bey. Il est économiste de formation, membre du Parti socialiste Les Verts. Bienvenue, M. Bey. Bonjour, Alimou, merci encore. C'est un plaisir de me retrouver dans les studios de la RFM. Bonjour à mon co-débatteur, c'est... Modou Sène. Modou Lamine Sène. C'est un plaisir et je dis bonjour à vos auditeurs. Mamadou Lamine Sène, vous êtes premier vice-coordinateur de la coalition Diomaye Président à Thiès, c'est cela? Absolument. Mais merci d'être venu, c'est la première fois que vous venez dans nos studios. Oui, c'est un plaisir d'être là et je vous remercie pour l'invitation. Je salue également mon co-débatteur, Dr Bey, et l'ensemble des auditrices. Vous enseignez les lettres à Thiès, c'est cela? Oui, mais je suis en détachement au ministère de l'Éducation depuis 2012. Vous avez lâché la craie, c'est ça? Oui, après une vingtaine de pratiques. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors donc, on va commencer par l'affaire Azer Power, les nouveaux documents sortis par Thierno Alassane Sall. Monsieur Bey, à vos yeux, ces documents transmis par la justice espagnole, on l'a entendu, en tout cas Thierno Alassane Sall le dire hier, ces documents transmis par la justice espagnole constituent-ils, selon vous, un tournant majeur dans cette affaire? Merci Alimou. Évidemment, il faut dire que c'est un tournant parce que, évidemment, c'est même... des documents qui peuvent servir de pièces justificatives même devant la justice sénégalaise. Parce que c'est des documents qui sont transmis par les tribunaux espagnols. C'est pas par la banque, Santander, c'est par les tribunaux espagnols, la justice espagnole, qui a transmis ces documents au député Thierno Alassane Sall.
Et moi, j'ai suivi dans son intégralité la conférence de presse d'hier. Et j'étais, comme la plupart des gens qui ont suivi cette conférence, ébahis. Ah oui. Oui. Vous ne vous attendiez pas à de tel type de révélation. Ah oui. Et puis vraiment, dans le détail, quoi, vraiment. Dans le détail près, les circuits. Et encore que, il y a une forte coïncidence, une forte présomption, et une forte coïncidence, parce que dans les transactions, il y a une destination dans un compte intitulé AFEX. À Abidjan, si je ne me trompe pas. Oui, dans la sous-région. Et hier, j'ai écouté Badiakhate en direct. Un activiste républicain, il faut le dire. Sur sa chaîne Batou Degue, qui dit que, avec documents à l'appui, que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a une entreprise, une société dénommée AFEX. Et à mon avis, cette coïncidence est troublante. Et c'est aux autorités judiciaires du Sénégal de creuser, d'approfondir. On le rappelle, Thierno Alassane Sall avait saisi le pôle judiciaire financier. Pour le moment, ça ne bouge pas trop. Oui, mais justement, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que suite à cette conférence de presse, le procureur du pôle financier judiciaire financier, doit s'autosaisir. Ou bien, en tout cas, s'il l'a déjà fait, accélérer la procédure par rapport aux documents qui ont été transmis au député Thierno Alassane Sall. Ça, c'est mon avis. Alors, Monsieur Sen, qu'est-ce que l'affaire Azer dit un peu du Djoubol-Djoubanti? C'est votre régime qui est éclaboussé là. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que l'affaire Azer impliquant des autorités dans ce pays nous impose en toute lucidité de mettre en œuvre l'orientation sur la reddition des comptes, sur l'éthique de gestion des biens publics. Dès lors que l'honorable député Thierno Alassane Sall a saisi la justice, on ne peut pas approfondir, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tous ces mouvements de fonds aient pu transiter par des banques, aller passer de l'Europe à l'Asie, de l'Asie à l'Afrique, sans que cela ne prête à conséquence, en tout cas au Sénégal, sans qu'on ait une idée un peu de ce qui se passe. Est-ce que, quelque part, peut-être les autorités n'ont pas fermé les yeux, si je pose la question? Parce que, on le sait, lors de la conférence de presse, le député Thierno Alassane Sall pointe, il dénonce la complicité consciente et délibérée de certaines autorités de notre pays. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il faut saluer le courage et l'intégrité de l'honorable député Thierno Alassane Sall. Parce qu'en réalité, on ne peut pas imaginer qu'autant d'argent puisse transférer des comptes du Sénégal pour d'autres comptes de pays étrangers. Ça, c'est déjà inacceptable. Ça signifie quoi? Qu'il y a quelque part une complicité de nos autorités. À qui pensez-vous? Non, on laisse la justice faire le travail. Tout ce que l'on souhaite, c'est que véritablement, autant l'honorable député Thierno Alassane Sall a fourni des efforts pour avoir une traçabilité de ces versements, autant également l'État du Sénégal, en particulier le pouvoir judiciaire, doit se donner l'essentiel de ses moyens pour véritablement porter ces choses au clair. Parce qu'en réalité, comme le disait l'autre, quand on parlait de 36 à 37 milliards, c'est un montant colossal. Vous arrivez au pouvoir alors que l'État est au 4e sous-sol et on laisse autant d'argent véritablement volatiliser comme ça. Je pense que là, nous invitons en réalité nos autorités judiciaires à y mettre la rigueur autant qu'elle a l'habitude de le faire pour véritablement apporter les précisions et que les Sénégalais soient informés, mais également que les fauteurs soient également punis et sanctionnés à la hauteur de leurs crimes. Alors, Thierno Alassane Sall, en tout cas, vise Sonko et Alamine Loum, l'actuel Premier ministre et l'ancien, le président de la République des Valeurs, on l'a entendu, en tout cas, il s'est attaqué à l'attitude de ses autorités sénégalaises. Il a rappelé que le Premier ministre d'alors, Ousmane Sonko, avait publiquement affirmé qu'il n'existait aucun scandale Azer avant que le Conseil des ministres du 11 mars 2026 n'invoque de simples retards douaniers. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'a pas couvert ce qui s'est passé? Oui, mais écoutez, Alimou, le Premier ministre
Ousmane Sonko n'est pas un juge, n'est pas le procureur de la République. À l'époque, on se souvient, il avait blanchi carrément Jean-Michel Sen, le DG de l'AGER. C'est sur le plan politique. C'est pas à lui de dire si Jean-Michel Sen est coupable ou si Jean-Michel Sen n'est pas coupable. Ça, c'est le travail de la justice. Le contentieux se situe entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage est représentée par l'ASER. Le directeur général de l'ASER, c'est Jean-Michel Sen. La maîtrise d'œuvre, c'est AOPOE EPC, Espagne, qui était représentée par un certain José. Donc, il y a 37 milliards qui se sont volatilisés. Évidemment, contrairement à M. Sen, c'est vrai qu'il y a deux aspects de la question. Un aspect judiciaire, il faut laisser la justice faire son travail, mais aussi sur le terrain politique. Parce que vous avez appelé à du Djoubal Djoubanti. Ça ne doit pas être un simple slogan. Oui, monsieur B, soyez rassuré. Hein. Apparemment, nous disons la même chose. En réalité, nous, je l'ai dit, nous avons été élus sur la base de ce triptyque, Djoubal Djoubanti. Et nous restons figés sur cette affaire. Nous considérons que la bonne gouvernance elle reste notre boussole par rapport à l'action publique. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que jusque-là, on n'a pas entendu les autorités se prononcer sur la question. Non, attendez, non, il faut pas dire ça, parce que moi je pense bien, quand l'honorable député Thierno Alassane Sall a eu à saisir la justice, je pense qu'il y a une évolution de l'affaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'encourager les agents judiciaires à poursuivre dans cette logique, de manière à ce que la lumière soit faite. Maintenant, sur le plan politique, nous dénonçons, jusqu'à la dernière énergie. On ne peut pas comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on considère un pays trouvé au 4e sous-sol avec des gens qui se promènent ou bien qui dilapident ou bien qui fassent volatiliser 37 milliards. C'est une catastrophe. Nous exigeons donc que la lumière soit faite sur cette affaire et naturellement que les fauteurs soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Je pense que c'est de cela qu'il doit s'agir. Alors, ici, apparemment, c'est l'ancienne équipe qui est apparemment peut-être en ligne de mire. Ousmane Sonko est cité, on verra ce que ça va donner. Vous semblez peut-être pointer cette responsabilité, mais est-ce qu'au-delà du Premier ministre, est-ce que le président aussi n'a pas une responsabilité? Parce que l'affaire Azer, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait quand même des mois qu'on en parle. Est-ce qu'il a été diligent? Il a pris ses responsabilités pour qu'on tire au clair cette affaire, le chef de l'État? Oui, moi je pense que il faut qu'on soit quand même assez lié à la dynamique du temps. Pourquoi on n'a pas envoyé les corps de contrôle pour peut-être faire travailler, je pense que l'on puisse envoyer les corps de contrôle et également que l'un de nos députés prenne l'initiative, parce qu'il ne faut pas oublier également que le député Thierno Alassane Sall, il est dans son rôle. Le député, parmi ses missions, il a le droit de contrôle de l'action gouvernementale. Alors, quand un député constate des manquements dans l'évolution ou bien dans le traitement d'une affaire financière d'une enveloppe de 37 milliards qui prend l'idée de saisir la justice, ça c'est aussi bien qu'il le fasse, que l'on actionne également les cours de contrôle, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que le dossier a été mis sur la table. La diligence n'est pas la même. Attendez, la diligence, attendez. Non, vous savez, même en cours de contrôle, il peut entreprendre l'ouverture d'un dossier, faire des enquêtes, mais ça prend du temps. Aussi bien également que le député puisse saisir la justice, cela également doit prendre du temps. Mais ce qui est important... Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est dans le dossier Azer, non, oui. C'est surtout aussi qu'on ne voit pas Rossé, le même ouvrage, on ne voit rien qui avance dans mon frère, allez-vous. Je voudrais véritablement... Ça va quand même. Oui, laissez-moi vous rassurer d'un fait. Le président Bassirou Diomaye Faye, il est foncièrement attaché à la bonne marche de nos institutions, à la séparation des pouvoirs. Dès lors qu'un dossier est entre les mains de la justice, l'exécutif n'a plus le droit maintenant de s'y mêler. Alors, la justice va faire son travail. Alors, M. Bey, dans cette affaire, le Djoubal, en tout cas, c'est dans cette affaire, on attend encore. Oui. C'est la justice espagnole, finalement, qui informe, qui donne des détails sur cette affaire-là, une affaire qui nous concerne directement. Problématique, non? Je dois d'abord remercier M. Sen. Oui. C'est ça qu'on attend de vous.
vous. Absolument. Parce que je l'ai dit, il y a deux aspects. L'aspect judiciaire, Oui. ça c'est confié à la justice. Oui. L'aspect politique, c'est bien de dire que vous le dénoncez. Et il faut le dénoncer, ces problèmes, fermement, fortement et sur le plan politique. Oui. Parce que le président de la République ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. En tout cas, on dit que c'est l'homme le plus informé de ce pays. Malheureusement, comme le dit Alimou, c'est la justice espagnole qui nous informe. Vous parlez des corps de contrôle. Mais aujourd'hui, le rôle, c'est un contrôle a posteriori. Parce qu'en réalité, le gros du problème a été fait par la justice espagnole. Aujourd'hui, si la justice sénégalaise, le pôle judiciaire financier, prend l'affaire au rebond, ce qu'il peut faire, ce pôle judiciaire, c'est certainement de commettre des commissions rogatoires et d'aller fouiner dans tous ces pays-là, dans ces banques-là, les destinataires, identifier les destinataires. Oui, je suis d'accord, mais on peut toujours leur faire confiance. Ça, c'est pas le rôle de Thierno Alassane. Thierno Alassane, il a indiqué des orientations, il a donné des indications, mais c'est au pouvoir public de faire ce travail. Absolument. Le pouvoir que le chef de l'État, le président de la République, a, Thierno Alassane Sall ne l'a pas. Il a donné des orientations, il faut en profiter pour aller jusqu'au bout de cette histoire, jusqu'au bout de l'enquête. Parce qu'en réalité, le gros du travail a été fait par les autorités judiciaires espagnoles. Les documents détenus par Thierno Alassane Sall, vraiment, permettent aujourd'hui de fouiner, d'identifier ce qui se cache derrière ces comptes-là. À travers des commissions rogatoires. Oui, et des sommes dont on ne peut pas déterminer les destinations, je crois que c'est autour de 8 milliards, qu'on essaie de creuser. Oui, je suis d'accord avec vous, docteur. Attendez, excusez-moi, ça c'est pas le rôle de Thierno Alassane. Thierno, il faut le féliciter, je vous comprends. Il faut lui tirer le chapeau, oui. Il faut l'encourager. C'est ça le rôle d'un député. Oui. Il a fait le rôle d'un député. Et même s'il n'était pas député, en tant que citoyen, il faut lui tirer le chapeau. Ce qu'il a fait, c'était à l'État du Sénégal de le faire. C'était au pouvoir public de faire cela. Il l'a fait, il faut l'encourager. Et d'ailleurs, moi je pense que l'État du Sénégal doit beaucoup de milliards à Thierno si on se réfère à la loi sur les lanceurs d'alerte en disant que si vous, etc., vous avez 10%. Non, attendez. Ça, il faut le lui payer. Non, attendez. Non, c'est pas ça, dit que c'est pas une redevance qu'on doit à Thierno. Je pense que le ministre Thierno Alassane Sall. Excusez-moi que je termine. Non, excusez-moi que je termine. Oui. Si Thierno permet que cette affaire aille jusqu'au bout et qu'on récupère les 37 milliards. Nos 37 milliards, avec la nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte, il faudra dédommager Thierno, il faudra lui donner 10%. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Absolument. C'est la loi, c'est le Djoubanti. Absolument. Nous sommes en phase. Ça veut dire que ce qu'il faudrait comprendre dans un premier temps par rapport à cette affaire. Encore que je sais que Thierno n'a pas besoin de ça. À chaque fois qu'on agite un dossier, le débat qui s'active à la minute, c'est que le dossier a été politisé, qu'il ne s'agit plus de reddition de comptes, mais plutôt de règlement de comptes. Donc, imaginez-vous aujourd'hui que le président cherchait à se mêler à cette affaire. Et pourtant, qu'il y a un a priori. L'a priori, c'est quoi? C'est qu'un député du peuple, qui est plus fort d'ailleurs qu'un simple lanceur d'alerte, il a été élu par le peuple, il porte la voix du peuple, il a l'obligation de contrôler l'action gouvernementale. Si ce député du peuple prend l'initiative véritablement de porter ce dossier à la justice, tout ce que l'on souhaite, c'est de l'encourager et souhaiter également que la justice fasse son travail. Est-ce que vous nous rassurer sur cette antenne que les choses vont se passer normalement, les autorités judiciaires vont se saisir du dossier et personne ne sera protégé? Non, les autorités judiciaires se sont déjà saisies du dossier. Infraction. Une autre justice, c'est pas des manquements quand même. On a entendu Jean-Michel Sen nous dire clairement sur d'antenne, mais on verra à la radio, à la télé, dire que clairement il était en train d'électrifier des villages. Tout le monde s'est rendu compte que finalement c'était du pipeau. Avec le recul, on s'en rend compte qu'il n'a rien fait. Je fais confiance au docteur Abdourahmane Diouf, qui est maintenant le ministère de tutelle, qui gère le ministère de tutelle de Jean-Michel. Donc j'espère qu'Abdourahmane Diouf, on a de fortes présomptions que c'est un homme intègre et que s'il prend à bras le corps ce dossier,
il va... Non, je suis désolé, mais c'est pas au ministre Abdourahmane Diouf de prendre en charge ce dossier. Déjà, je suis d'accord avec vous que l'État c'est la continuité, mais le ministre Abdourahmane Diouf, il a déjà trouvé un dossier déjà entre les mains de la justice. Il peut faire des injonctions. Il n'a aucune... Non, attendez. Je suis désolé. Un ministre de la République, il est du pouvoir exécutif. Moi, je ne vous coupe pas. Terminez, allez rapidement. Un ministre de la République... Vous aurez le temps de parole. Abdourahmane Diouf est un membre du gouvernement. Oui. Il représente le gouvernement. Oui. Il a une délégation du pouvoir du président de la République. Oui. Et le président, il lui a donné un pouvoir de gérer une partie de ses prérogatives, cette partie liée, je crois, si je ne me trompe pas, c'est à l'énergie. Azer dépend du ministère de l'énergie. Donc, une responsabilité de couverture incombe à M. Abdourahmane Diouf. Pas par rapport à cette affaire. Mais attendez que je termine. Azer dépend de ce ministère-là. Oui, et après. Ça c'est clair. Oui. Il a une responsabilité morale. Oui. Parce que moi, j'ai situé la responsabilité au départ en disant que c'est entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'ouvrage, c'est Azer. Maîtrise d'œuvre, c'est EPC. Oui, je sais. Oui. On est d'accord sur ça. Oui. Voilà. Mais je dis que dans le gouvernement, qui chapeaute Azer dans le gouvernement, c'est le ministère de l'énergie. Oui. Je dis que je fais confiance à Dr Abdourahmane Diouf. Je ne le connais pas, mais je lui donne une présomption d'intégrité, d'honnêteté, de bonne foi. Et j'estime, je pense qu'il peut pousser à ce que la lumière soit faite au niveau de ce dossier-là. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui, ça veut dire que... Monsieur Sen, allez-y. Oui, monsieur Bey, ça veut dire que ce que je voudrais ajouter dans vos propos, j'ai dit que nous sommes également... très catholique par rapport à la continuité de l'État. Oui. Le ministre Abdourahmane Diouf, il est arrivé, il a trouvé un dossier qui était déjà entre les mains de la justice. Lui, en tant que ministre, il est membre de l'exécutif. Et quand on est foncièrement lié à la séparation des pouvoirs, on ne peut pas se permettre notamment de se mêler à des dossiers qui sont déjà... Je ne dis pas qu'il s'agit dans la... dans la procédure. Oui. Je dis qu'il doit faire une injonction à Jean-Michel Sen d'éclaircir ce dossier. D'autant que Jean-Michel lui-même avait dit qu'il avait électrifié le village. De toutes les façons, tout le monde se rend compte. De toutes les façons, il n'y a rien à faire dans la procédure judiciaire. Absolument. Voilà, il faut que ce soit clair. Je parle d'injonction à Jean-Michel Sen, qui dépend de son ministère, à donner... Non, mais tout ce que Jean-Michel puisse faire, c'est de répondre aux interrogations de la justice. Jean-Michel n'a donné aucun éclairage, on le couvre, on dit... Mais il sera obligé d'éclaircir. C'est à ce niveau que je dis... Il sera obligé. Non, je puisse vous dire... D'éclairer absolument. En tout cas, nous faisons confiance en notre justice. Et naturellement, le président de la République considère l'éthique de gestion des biens publics comme véritablement sa boussole. Et nous encourageons le judiciaire qui a ce dossier et espérons véritablement que les Sénégalais connaîtront la vérité et que les fautifs véritablement seront punis. On verra bien dans les prochains jours. On va évoquer un dossier politique. En tout cas, l'Assemblée nationale, on sait qu'une proposition de loi constitutionnelle vient d'être déposée par des députés proches de Ousmane Sonko, alors que certaines réformes, on le sait aussi similaires, figuraient déjà parmi les projets portés par le président de la République. Que comprendre, M. Sen? Non, en réalité, autant que vous avez élaboré votre fiche, parlant de l'Azer et de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup aimé la formule de mon ami Thierno Bokoum qui disait qu'en réalité il s'agit là d'un contre-feu. Mais contre-feu? Oui, ce qu'a dit Thierno Bokoum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on a voulu véritablement agiter dans la politique politicienne pour étouffer cette affaire. Et là, ça ne passera pas. L'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas des députés du PASTEF. Si aujourd'hui, entre le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, il arrive un hiatus. Il arrive qu'ils ne se comprennent plus par rapport à la gestion de l'État. Faudrait-il prendre ces difficultés et les transposer à l'Assemblée nationale pour créer une récréation politique? Ce serait regrettable. Aujourd'hui, les Sénégalais ne nous attendent pas
à ce niveau. Si les députés de l'Assemblée nationale pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent procéder à une modification ou je ne sais pas quoi de notre Constitution, ils se trompent aisément. Le président de la République, il a 2 voies pour modifier la Constitution. C'est la voie référendaire et la voie parlementaire. Pour la voie référendaire, il faut qu'après adoption à l'Assemblée nationale, que cela passe par le peuple. Là, ça ne pose pas de problème. Maintenant, par la voie parlementaire, il faudrait qu'on ait les 3/5 des députés pour le faire. Et même si les 3/5 votent ces modifications, le dernier mot revient au président de la République. Pourquoi Ousmane Sonko engage-t-il par réforme, sachant que peut-être le président avait déjà pris l'initiative. Peut-être voué à l'échec, ou même l'initiative était déjà engagée par le chef de l'État. Que comprendre, M. Bey? Moi, je pense que Alimou, président Ousmane Sonko, veut amener le chef de l'État sur le terrain de la confrontation. Et ça, il ne s'en cache pas. Confrontation qui va mener à une crise institutionnelle. Je constate que le président de la République, lors de sa dernière prise de parole. Oui, mais vous savez, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il peut y avoir un fossé. Et le président de la République, je constate qu'il ne veut pas le suivre sur ce terrain-là. Parce que nous avons autre chose à faire. Le Sénégal a des problèmes liés à la santé, à l'économie, au pouvoir d'achat, à l'école, aux inondations avec l'hivernage qui approche. Donc le président peut-être ne veut pas aller sur ce terrain de la confrontation qui peut générer une crise institutionnelle. Encore que, comme l'a dit Sen, il ne peut pas y avoir à ce niveau-là de crise institutionnelle. Parce que l'article 103 de la Constitution est très clair. Pour la révision constitutionnelle, par la voie parlementaire, il faut le faire concurremment, c'est-à-dire conjointement, entre le président de la République et l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas, si vous voulez, cette simultanéité, cet accord entre les 2 parties, évidemment, le président a la possibilité de soumettre au référendum la révision de la Constitution. Donc, aux députés à eux seuls, ils ne peuvent pas faire cette révision. Pourquoi cette révision de la Constitution. Et ce que je disais de la communication. Hors micro, je disais que malheureusement ici au Sénégal, on lit en diagonale. Même les spécialistes, par paresse intellectuelle, ne prennent pas le temps de lire la Constitution de A à Z. Parce que s'ils avaient lu l'article 103, ils ne se précipiteraient pas pour essayer de dire qu'il faut aller vers une réforme. On a entendu le parlementaire, l'ancien parlementaire, Moussatine le relevait. En tout état de cause, le Sénégal n'a pas évidemment le temps de pouvoir encore supporter une crise institutionnelle. Parce qu'on a l'impression, depuis 2 ans, ce gouvernement qui était là n'a fait aucune réalisation. Et on a l'impression, toujours, que ce gouvernement veut mettre les bâtons dans les roues, du moins, excusez-moi, je ne parle pas de l'ancien gouvernement, les partisans d'Ousmane Sonko, mettre des bâtons dans les roues du président Bassirou Diomaye Faye. Alors, M. Sen, quelle va être la posture du chef de l'État face à cette situation à l'Assemblée nationale? Oui, je pense que la posture du chef de l'État, on prend le temps de voir. Parce qu'en réalité, nous, coalition Diomaye Président, considérons que ce qui se passe, ce qui se trame, ce n'est que de la récréation politique. Vous savez, Ousmane Sonko... Récréation politique, il s'agit... C'est une récréation politique parce qu'en réalité, même s'il détient la majorité, il n'a pas le pouvoir, avec ses députés, de procéder à une modification constitutionnelle. Nous sommes dans un État. Si maintenant, Ousmane Sonko pense qu'il peut agir sur le Parlement, crise institutionnelle puisse avoir dans ce pays-là, il n'a qu'à se détromper très vite. Ça ne passera pas et ça ne pourra pas passer. Maintenant, attendons de voir l'évolution des choses par rapport à la trame politique qui sont en train de dérouler. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le président, il est le garant des institutions et il ne laissera jamais aucun citoyen, de quelque bord qu'il soit, piétiner véritablement la bonne marche de ces institutions. Monsieur Bey, Moi, ce que je voulais dire simplement, et je l'ai dit d'ailleurs un peu tout à l'heure, c'est que M. Ousmane Sonko veut amener le chef de l'État sur le terrain de la confrontation qui peut aboutir à une crise. Et je constate que le président de la République ne veut pas le suivre sur ce terrain-là. Oui. Parce que certainement Ousmane Sonko peut-être chercherait à avoir un cas similaire que
M. Mamadou Dia en 1962. Et c'est des cas différents d'ailleurs. Être un martyr de l'histoire, etc. Mais le président a les moyens de le suivre en réalité, en fin de compte, sur ce terrain, et le président aura le dernier mot. Parce que comme l'a dit Aliou, nous sommes quand même sous un régime présidentiel, pour ne pas dire présidentialiste. Le président a les possibilités, la Constitution lui donne des possibilités, même de gouverner sans passer par l'Assemblée nationale. Vous voyez, donc je pense qu'il faut que les députés comprennent cela. Ils ne sont pas des députés du PASTEF, ils ne sont pas des députés d'Ousmane Sonko, ils sont des députés du Sénégal, des députés du peuple sénégalais. Donc je pense que moi-même des fois, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi le président ne suivrait pas Ousmane Sonko jusqu'au bout et qu'il y ait une crise institutionnelle qu'à la fin, je pense qu'on puisse au moins trouver une solution définitive. Et cette solution définitive, à mon avis, serait à l'avantage du président de la République et qu'on sorte de cet imbroglio pour continuer à gérer les affaires sérieuses du Sénégal. Alors, vous comprenez, moi c'est mon avis. Mais personne ne sait ce qui se passe dans l'État. Alors, tellement le chef de l'État a ses idées. Non, voilà, il a son plan. Oui. Alors Moussa Tine, ancien député, on l'a lu. Il dit clairement à ce sujet que les députés de PASTEF ne peuvent pas doubler le chef de l'État sur une révision de la Constitution. Là, on vient de le relever. Pas de révision de la Constitution sans l'accord du président. Il estime que ces députés vont amener une crise parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire aboutir une révision de la Constitution. Alors, finalement, cette crise-là, quel type de crise veulent-ils véritablement? Et pourquoi veulent-ils aller au clash? Alors que, on sait, Ousmane Sonko avait dit qu'il voulait plutôt une cohabitation douce. Pour deux raisons. La première raison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils veulent empêcher le chef de l'État de travailler. Ça, il faut le savoir. Depuis le début, c'est comme ça. Quand ils étaient aux affaires dans le gouvernement, ils n'ont rien réalisé parce qu'ils pensaient que ce serait peut-être au bénéfice du président. Maintenant, ils ne sont plus dans le gouvernement. Ils ne veulent pas laisser le président travailler. Ils vont essayer de faire des blocages au niveau de l'Assemblée nationale. Et de deux, Ousmane Sonko peut-être veut créer une crise institutionnelle. En réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça qu'il veut. Aller vers l'affrontement, la confrontation et créer une crise institutionnelle en pensant qu'avec sa majorité, il s'en tirerait peut-être vainqueur. Et encore, comme l'a dit Sen, il se trompe lourdement. Moi, j'ai lu Thierno Bokoum, j'ai lu d'ailleurs un avocat, Maître Soumaré, qui a aussi fait très pertinent. Et aussi, j'ai lu Moussa Tine, qui est un expert. Et tous disent que ça peut nous amener vers la confrontation, vers une crise institutionnelle, et que d'ailleurs, si crise il y a, le président de la République s'en sortirait vainqueur. Alors, M. Sen, dites-nous, aller au clash ou manœuvrer pour s'en sortir? Non, en réalité... Quelle est la bonne formule selon vous face à ce qui se passe? Je pense que nous n'avons pas encore de formule double face. À l'état actuel, nous considérons qu'il ne peut plus y avoir de crise institutionnelle au Sénégal. C'est en réalité, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les députés de PASTEF, je veux dire les députés de Ousmane Sonko, ils sont incultes. Ils ne prennent pas le temps d'aller véritablement vers la recherche, vers la culture de l'excellence. Parce qu'en réalité, tous les anciens parlementaires du Sénégal qui ont réagi par rapport à cette situation, ils savent pertinemment que cette initiative est mort-née. Ça ne peut aller absolument nulle part. L'autre élément, quand les gens parlent de crise institutionnelle, parfois, nous, en tout cas, moi, ce qui me concerne, je tique un peu. Pourquoi? Parce que quand il y a une crise institutionnelle, c'est que des lois sont proposées à l'Assemblée nationale et ne peuvent plus être adoptées, encore moins votées. Quand il y a une crise institutionnelle, l'Assemblée nationale ne fait plus confiance au gouvernement. Quand il y a une crise institutionnelle, tout est bloqué dans les pays. On n'en est pas encore arrivé là. Et il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de crise institutionnelle dans ces pays-là. Parce que la démarche, la voie empruntée par Ousmane Sonko et les députés du PASTEF ne les mènera absolument nulle part. Ils sont dans une impasse totale. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, déjà en ce mois de juin, d'ici la fin du mois de juin, l'Assemblée devrait entamer le débat d'orientation budgétaire. Et là, on attendait à cette occasion, que les priorités du Sénégal, en termes social, en termes d'éducation, en termes de la dette, je pense que de santé, voilà sur quoi les Sénégalais nous attendent. L'Assemblée nationale, non, mais ils n'y peuvent rien, ils ne peuvent pas l'empêcher de travailler.
Alors, à l'Assemblée nationale aussi, remue-ménage là-bas, Cheikh Mbake et Ismaël Diallo, qui démissionnent de leur poste de vice-président, on dit que c'est pour faire place à El Malick Ndiaye, ex-président de l'Assemblée nationale, qui a cédé sa place à Ousmane Sonko, jeu de chaise musicale. Qui veut répondre? Moi, je pense que c'est vrai, c'est tout simplement pour faire des réaménagements, puisque El Malick a cédé certainement pas avec gaieté de cœur son poste de président. On veut peut-être le mettre comme premier vice-président ou deuxième vice-président. Mais ça n'a pas d'incidence sur cette révision qu'ils veulent faire. Je ne crois pas. Peut-être c'est des réaménagements internes, mais simplement dire qu'ils prennent aussi nos institutions pour des jeux. Il y a beaucoup de légèreté. Parce que vraiment, ça ne s'est jamais vu ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Auparavant, ça ne se passait pas comme ça. Les gens respectaient les institutions. Comme l'a dit Sen, on a des députés, je l'ai dit avant-hier, sur un plateau de télévision, qui sont incultes. J'ai employé le même terme que vous, le même mot, incultes, qui ne comprennent rien, etc. Voilà, vraiment, c'est cette 15e législature, on comprend. C'est la plus minable des législatures que le Sénégal a connue de par le passé, depuis les années 60 jusqu'à nos jours. On ne comprend pas. Voilà, mais ils sont en train de jouer avec les institutions, surtout avec l'Assemblée nationale. À moi, à toi. Ouais. Mais heureusement, on va certainement bientôt aller à des élections, évidemment, si le président pense dissoudre l'Assemblée au mois de décembre. Alors, monsieur encore que d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la justice est le dernier rempart. Je suis d'accord avec Sen, je l'ai dit dans mon article que j'avais fait dans la presse, de l'état profond à l'état invisible, j'ai dit que la justice est le dernier rempart. Et moi, j'ai viscéralement, profondément confiance en la justice de mon pays. Évidemment, dans tout corps, il y a des éléments 1, 2, 3, etc. Mais le corps de la justice ici au Sénégal, vraiment... Sur la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée. Justement, maintenant, faites allusion à ça. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer par rapport à l'article 54. Parce que ça touche directement la Constitution. Ouais, je pense que le Conseil constitutionnel a son mot à dire. Il ne peut pas dire, ce Conseil, incompétent. Non, ce n'est pas possible. Non seulement la demande des députés de l'opposition est recevable, mais l'Assemblée, le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans le sens voulu par ces députés-là. Que Ousmane Sonko ne pouvait pas être réintégré, parce que pour réintégrer, il faut d'abord être installé au départ. Pendant ce temps, le président se prépare, on parle des locales, le président a procédé à une réorganisation de cette coalition, 5 superviseurs nommés pour épauler Mme Aminata Touré. Vous avez en vue. Oui, je voudrais dire un mot d'abord sur ce que vous avez appelé ce jeu de chaises musicales à l'Assemblée nationale. Le doyen Ebe l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense que Ousmane Sonko et sa bande de députés veulent faire de notre Assemblée nationale, cette prestigieuse institution, une risée à la face du monde. J'ose croire qu'en réalité, ils n'ont rien compris de la chose politique. Ils sont arrivés au pouvoir avec leur majorité à l'Assemblée nationale. Et une majorité qui nous a trahis d'ailleurs. Qui nous a trahis, nous coalition Diomaye Président. Oui, non, je pèse bien mes mots. Tu sais pourquoi? Non, le PASTEF n'est pas allé seul aux élections. On ne le dira jamais assez. Nous avions accepté la décision d'Ousmane Sonko d'utiliser, comment dirais-je, le parti PASTEF. C'était à la limite pour sécuriser nos députés, etc. Mais derrière tout cela, il y avait un jeu de cache-cache, il y avait véritablement un manque de sincérité, un manque de loyauté à l'endroit de ses alliés. Ce que je veux dire, c'est que nous les alliés, sauf le PM de Habib Sy, je pense, si je ne me trompe, tous les autres c'était des militants de PASTEF. Mais dans la campagne électorale qui nous a valu ce nombre de députés aujourd'hui, nous avons tous mouillé le maillot. Nous avons mis notre physique, nos moyens financiers, humains et matériels. Mais en fin de compte, on se retrouve avec des députés qui s'identifient à une personne. Et nous, quand on faisait autant d'efforts pour apporter cette majorité à l'Assemblée nationale, c'était pour mettre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l'aise. Aujourd'hui, il n'est pas pour qu'il puisse gouverner ce pays-là. On nous dit des députés qui viennent vraiment tripatouiller le fonctionnement de nos institutions. C'est regrettable. Quand ils font ce jeu de... J'ai dit... Le président a fait aussi pour que cela ne soit pas. C'est le gardien de la Constitution. Moi, je pense que... C'est lui
qui trônent au sommet de nos institutions. Quand ils ont voulu installer injustement Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, ils l'ont fait en mode fast track. Ils ont installé Ousmane Sonko en mode fast track. Qu'est-ce qui leur empêchait alors, à la même minute, que ces députés qui ont démissionné le fassent en même temps pour qu'on organise ça de cette manière et que les choses avancent? Ça signifie quoi? Que eux, le terme que j'utilise, ça me tient à cœur pour un enseignant, c'est-à-dire qu'ils sont dans une récréation. La récréation, c'est le moment de divertissement. Mais quand les choses sérieuses arrivent, ils sauront qu'en réalité, ils ont perdu beaucoup de temps. Ils ont fait beaucoup de poussière sans aucun mouvement. Les choses sérieuses, c'est quoi? C'est que leur volonté de confrontation, comme l'a dit tout à l'heure Doyen Bey, ils vont se retrouver véritablement en terrain neutre. Ah oui, nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Nous nous inscrivons dans une dynamique de reconstruction de ce pays-là et également de rattrapage. On a perdu 2 ans. Ça suffit largement pour un mandat de 5 ans. C'est qu'on a perdu 2 ans de bavardage inutile, 2 ans de politique politicienne. Maintenant que le président il a fait son choix sur le Premier ministre Al-Amin Lo, avec une équipe gouvernementale qui porte espoir, tout ce que nous pouvons. La réorganisation, les superviseurs, voilà, je pouvais en venir tout à l'heure. La réorganisation, en réalité, c'est que la présidente Aminata Touré, elle a été la superviseure générale. Elle a été seule à ce poste. Nous avons compris qu'aujourd'hui, la coalition, je touche du bois, elle s'élargit, elle se massifie et elle s'anime. Et naturellement, à ce rythme-là, elle ne peut plus à elle seule contenir les vagues d'audience. Elle ne peut plus à elle seule également occuper le terrain par rapport à certaines activités de la coalition où elle doit être présente un peu partout, comme par exemple Mamoudou Thiaw, il est le superviseur général adjoint chargé des élus. Aujourd'hui, la coalition compte plus de 300 maires. Et ces 300 maires, il faut les rencontrer, il faut dérouler avec eux un plan d'action. Il faut également aller à la conquête de d'autres collectivités qui ne sont pas encore avec nous pour qu'au moins la coalition Diomaye Président devienne la première force politique de ce pays-là. Vous avez en vue, en tout cas, les élections locales. Vous les tiendrez à date? Oui, on nous souhaite. Bon, naturellement, nous souhaitons en tout cas que le calendrier républicain soit respecté. Maintenant, c'est devant nous, on verra de quelle manière que ça va s'organiser. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'état actuel, la coalition Diomaye Président travaille. Ce qu'on vous reproche, c'est que vous, aussi bien vous, Ousmane Sonko, vous êtes dans la politique politicienne, au lieu de vous occuper des problèmes des citoyens. C'est cela aussi, M. Bey, non? Oui, ça, je crois qu'on a assez dit. Mais je pense que puisque maintenant Ousmane Sonko n'est plus du gouvernement, il s'est réfugié à l'Assemblée, je pense que maintenant c'est à la coalition Diomaye et au chef de l'État de montrer la voie à suivre, de montrer aux Sénégalais qu'ils sont élus pour s'occuper des affaires sérieuses concernant les populations sénégalaises. Ça c'est vrai. Maintenant, concernant les réaménagements au sein de la coalition Diomaye, ça, je ne peux vraiment pas me prononcer. C'est une question interne. Mais je pense que si le chef de l'État l'a fait, c'est pour alléger, comme l'a dit Sen, le travail du Premier ministre Aminata Touré. Un mot sur l'Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination du Parti socialiste, réunion qui devait se tenir samedi, mais apparemment il y a eu des échauffourées, M. Bey. On s'est quitté dans la douleur. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été tirés, la police est intervenue. C'est bizarre tout ça. Moi, je suis allé à la maison du parti ce matin. Je n'étais pas surpris parce que je m'attendais à deux camps qui s'affrontent, Dundel PS tenu par Selim Baïkiam et Aliou Ndoye contre la direction du parti. En tout cas, Dundel PS demande la convocation très rapide d'un congrès que Aminata Touré, ce décharge, puisse permettre de passer, Aminata Benguiaï puisse passer le relais, ce qu'elle ne fait pas. Ça se comprend aussi, non? Moi, je m'attendais à des échauffourées. C'est pour cela que j'ai garé mon véhicule à 100 mètres. J'ai marché jusqu'à la maison du parti et bon, je n'étais pas surpris. J'ai vu des grenades lacrymogènes, des bris de verre, 6 camions. C'est pas nouveau, c'est en 2017. Mais si je me souviens, sous Tanor, c'était la même chose. Durant cette semaine-là, on savait qu'il se préparait pour venir saboter carrément l'Assemblée générale, parce que c'était une Assemblée générale. Les secrétaires généraux de coordination, il fallait convoquer, les informer, recueillir de ce qui se passe au niveau du parti, recueillir leurs attentes,
dans le cadre de la préparation du congrès extraordinaire. Mais qui ne vient congrès extraordinaire qui est préparé qui ne vient toujours pas, par une commission de relance qui a été mise en place par le bureau politique et par le secrétariat exécutif. Malheureusement, entre-temps, il y a certains éléments du parti, certains dirigeants qui ont mis en place un mouvement dénommé Dundel Pez. Mais nous tous, nous voulons Dundel Pez. Nous voulons faire le Dundel Pez. Et malheureusement, ils sont venus aujourd'hui avec une horde de jeunes. Ils ont agressé les gens, ils ont brisé les verres, il y a eu des échauffourées, il y a même des agressions physiques, etc. Oui. C'est pas comme ça qu'on peut prendre un parti. Un parti se prend, la direction d'un parti se conquiert par les voies démocratiques, par les voies réglementaires, par les voies, légales. Aussi. Mais nous sommes en train d'aller vers ce congrès. On les a invités. Mais il y a des gens, tant qu'ils ne dirigent pas un mouvement, si vous voulez, ça ne les arrange pas. C'est ce qu'ils veulent, c'est prendre carrément le parti, la direction des mains de Mme Aminata Mbengue, sans passer par des procédures normales, réglementaires, démocratiques, sans passer par un congrès. Il y a même des gens qui ont de fortes présomptions, qui accusent ces gens-là de vouloir offrir notre parti sur un plateau d'argent à Macky Sall. Moi, je n'ai rien contre Macky Sall. Tout le monde sait que j'aime bien le président Macky Sall. Je l'ai défendu pendant 12 ans et je continue à le défendre. Mais un parti, c'est évidemment un ensemble indépendant avec ses règles, avec ses procédures qu'on ne peut pas quand même bazarder, vendanger comme ça du jour au lendemain pour faire plaisir à quelqu'un d'autre qui plus est hors du parti. Ça, on ne peut pas l'accepter. Faut-il s'attendre à ce que l'affaire soit, en tout cas, envoyée en justice? On se souvient en 2016-2017. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, c'était en justice, mais il me semble que la direction avait raison sur eux, parce que la justice avait dit que ceux qui ont porté cette plainte-là n'avaient pas pouvoir pour porter cette plainte, parce qu'ils ne sont pas reconnus par les instances du parti. C'est la même chose aujourd'hui. Dundel Pez n'est pas reconnu par les instances. Non, je parle des échauffourées. Oui, mais vous parlez de l'histoire des Khalifa. Mais ça, évidemment, ça. Et je veux qu'ils sont passés en vendredi. Oui, il y a même eu des emprisonnements. Non, je parle des échauffourées d'aujourd'hui. Et la direction du parti va porter plainte? Ça, je ne sais pas. De toute façon, moi, je retourne à la maison du parti dès que je finis l'émission pour voir quelle suite donner à tout ce qui s'est passé ce matin. Je pense qu'on va faire une déclaration et certainement il y aura des suites, ça c'est sûr. Hein. On ne peut pas continuer à offrir aux populations sénégalaises toujours des scènes de ce genre-là. Ça, c'est pas possible. Une scène regrettable venant du Parti socialiste quand même qui a fondé l'État. Hein. Oui, je n'avais pas terminé tout à l'heure par rapport à notre restructuration là. Donc je disais, on va y aller. Fini, là. Oui, c'était pour vous dire quand même que le président Bassirou Diomaye Faye allège la tâche à Aminata Touré, la superviseure générale, qui jusque-là véritablement a abattu un travail titanesque qui nous a permis véritablement d'installer la coalition Diomaye un peu partout dans le Sénégal. Pour ce qui se passe au Parti socialiste, bon, c'est le parti. Vous savez, le Parti socialiste comme le PDS, ce sont des patrimoines. Ce sont des partis qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas disparaître de l'échiquier politique sénégalais. Maintenant, nous savons tous, par rapport à l'histoire politique des grands partis, que parfois les critiques contre Aminata Mbengue sont-elles non, je pense que c'est lié un peu à la nature même de l'organisation de nos formations politiques. C'est-à-dire que une formation politique, par essence, c'est un faisceau de tendances. Et ces grands partis, vous comprenez déjà qu'aujourd'hui, ce sont des grands partis qui commencent à disparaître. Aujourd'hui, sur les 300 partis et quelques dont vous entendez parler au Sénégal, les 2 tiers viennent du Parti socialiste, le reste du PDS. Donc, nous n'avons pas tendance à disparaître. Voilà. Il y a des gens qui veulent faire disparaître le Parti socialiste. Donc voilà. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de comprendre qu'en réalité,
y a des conflits internes au parti qui sont liés à des problèmes de démocratie, à des ambitions, surtout par rapport à la fougue de jeunesse, n'est-ce pas? Mais le PS va renaître de ses cendres, oui, ça ne vous en faites pas. Nous le souhaitons vivement. On a traversé des cas... vous aussi, vous avez les mêmes problèmes. On a traversé des cas plus sérieux. On a traversé des cas plus sérieux que ça, mais on les a nous le souhaitons vivement. Traversés parce que avec bonheur, parce qu'on a toujours reconstruit. Qu'est-ce que cela dit finalement de nos partis? Si je prends l'exemple du Parti Socialiste, là aussi le passé filé après dans parce qu'il y a des intérêts crypto-personnels, c'est tout. Dans la même situation, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a des intérêts. Ce que je comprends, ce que j'assume, docteur Bey, ce que je comprends et que j'assume dans cette affaire, c'est que un parti politique est un faisceau de tendance. C'est-à-dire que tous les militants et les responsables qui y sont, chacun essaie de tracer sa voie. Maintenant, est-ce que tout le monde est assis sur le même socle, sur le même soubassement, c'est-à-dire de conserver l'idéologie du parti, l'orientation? D'autres ont des intérêts divergents. C'est ce qui fait que parfois il y a des querelles, et ça se comprend. En tout cas, moi, ce que j'ai dit, et je le répète, le Parti Socialiste comme le PDS sont des patrimoines. Ça n'appartient plus aux militants du Parti Socialiste et du PDS. C'est-à-dire que c'est des partis qui font... Il y a certains qui maintenant, le doyen B ne sera pas d'accord avec moi. Aujourd'hui, l'ère des grands partis classiques est révolue. Qu'on le veuille ou non, les gens tentent davantage à tirer vers la modernité des partis, vers le pluralisme, vers au renouveau démocratique, n'est-ce pas? Voilà un peu ce qui fait que les difficultés d'épanouissement de ces vieux partis. Ce que je voulais dire, il y a des gens qui travaillent pour l'intérêt général dans le parti, dans tout parti d'ailleurs, mais il y a des gens qui travaillent pour des intérêts crypto-personnels. Absolument. Et c'est ça qui amène souvent d'ailleurs des difficultés, des problèmes. Parce qu'ils mettent en avant leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général, l'intérêt du parti. Mais ne vous en faites pas, le Parti Socialiste est un parti très solide et qui va renaître de ses cendres comme il l'a toujours fait et qui sera beaucoup plus fort, revigoré, etc. Ça ne vous inquiétez pas. On a traversé des cas plus complexes que ça. On ne sent pas beaucoup, le parti même dans l'opposition, on ne sent pas beaucoup. Le parti... Oui, mais c'est parce que nous traversons des difficultés. Mais quand nous finirons de régler nos problèmes internes, ne vous en faites pas. Le congrès, le parti se fera entendre. Vous avez une idée mais c'est justement avec cette réunion d'aujourd'hui qu'on aurait dû fixer la date si vous voulez, du bureau politique qui fixe la date du congrès. Et on avait Aminata Mbengue ne va pas se représenter. Mais ça, je ne sais pas, ça dépend d'elle. Mais comme à chaque fois, chacun est libre de se présenter candidat et démocratiquement, on va élire. Ça c'est sûr. On ne va pas imposer. Ça a toujours été comme ça au parti. Vous savez, moi, je suis un peu produit du Parti Socialiste. Quand j'étais étudiant, j'ai milité dans le mouvement des élèves étudiants socialistes. Et en 96, quand Djiboka, avec le fameux congrès, vous vous rappelez de ça? Quand Djiboka sortait plus tard en 97, nous sommes sortis avec lui et nous étions les jeunesses de son parti. Donc, nous sommes depuis produits de ce parti. Donc, je voudrais dire simplement que la réalité qui est en train de traverser le Parti Socialiste, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cela est consubstantiel également à l'évolution démocratique et interne des partis politiques. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, je le répète, le Parti Socialiste c'est un patrimoine comme le PDS. Il faut nous aider quand même à sauver l'appareil. Maintenant, par rapport au contenu, je sais que le parti sera aussi puissant qu'il était. C'est ce que nous sommes en train de faire. On va sauver le parti. Merci beaucoup. Ça, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup à Dr Ousmane Bey, qui est économiste de formation. Vous enseignez à la faculté des sciences de gestion, c'est ça, la FASEG, c'est moi qui vous remercie. Très bien, merci d'être venu. À vos côtés, Mamadou Lamine Sène, c'est ça? Oui, ça a été un plaisir d'être là. Mamadou Lamine Sène, premier vice-coordinateur de la coalition Diomaye, président de Thiès. Vous nous venez de Thiès, c'est ça? Oui, je suis le coordinateur départemental de Mimi Touré de Thiès. Et ensuite, le premier vice-coordinateur de la coalition Diomaye président, mais membre de la Task Force Communication nationale aussi. De Diomaye président. C'est ça. Merci beaucoup à la technique Abdelkader. Micro, Mohamed Alimba. C'est la fin de Remue Ménage qui revient la semaine prochaine. Nous vous saluons.